Y a-t-il des opportunités dans le CAC 40 après la bonne correction du marché? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès à l'avant-première à toutes les vidéos. Allez, on continue la revue du CAC 40. On va partir de Legrand, Arcelor, Kering, ST Micro, Veolia, Dassault Systèmes, Michelin, Bouygues, Publicis et Stellantis. Je vous ai préparé la watchlist sur Investing Pro. Comme d'habitude, vous avez 15% de réduction via le lien en haut à droite de l'écran. Les colonnes de cette watchlist, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en euros, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice et ratio coût free cash flow, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles. On va regarder aussi le PEG ratio en fonction des dossiers, plutôt pour les dossiers de croissance ici. Le rendement des capitaux investis, rentabilité opérationnelle, le rendement des fonds propres, une rentabilité financière, la dette nette sur EBITDA et la dette nette sur fonds propres. Donc combien d'années d'EBITDA il vous faut pour rembourser la dette et quel est le rapport de force entre les créanciers et les actionnaires. Le rendement du dividende et le payout ratio de ce dividende en termes de free cash flow, au-delà de 100%, vous vous endettez pour payer des dividendes, ce qui n'est pas très pertinent à long terme, pas très pérenne à long terme. Allez, dans cette sélection en termes de market cap, la plus grosse c'est Legrand. On est dans les équipements électriques, donc une sorte de mini Schneider électrique. En tout cas, on est sur la tendance de long terme de l'électrification de l'économie, et c'est un thème qui est très porteur. On est sur 34 milliards d'euros de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est de la croissance organique et externe, et je pense que cette croissance va, si ce n'est rester à ce niveau, accélérer, même, puisqu'on est sur vraiment une thématique très porteuse. On est à 18 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 27 en PE, 25 en price to cash flow. Et voilà, les multiples reflètent cette croissance, qui sont un petit peu élevés quand même, ces multiples. On est sur 10% de rendement des capitaux investis, ce qui est une bonne rentabilité opérationnelle pour une entreprise qui est intensive en capital, et 1,9 fois les EBITDA en dette nette. C'est un petit peu lourd comme dette, mais c'est maîtrisé, 58% des fonds propres. Bon, ça, c'est la dette qui monte à chaque fois qu'ils font des acquisitions. L'entreprise en fait régulièrement. Il n'y a pas de sujet sur cette dette, mais elle est un petit peu lourde. 1,8% de rendement du dividende, 43% de free cash flow. Ce dividende est sécurisé, pas très généreux, mais en payout ratio, on est presque à 50%. Donc, conclusion, c'est que c'est un peu cher comme dossier, à mon avis, Legrand. Voilà, quand on est sur les thématiques de long terme, sur les dossiers qualitatifs, c'est assez rare d'avoir des points d'entrée facilement. Donc là, il n'y en a pas pour Legrand. Mais si on en a en portefeuille, on peut conserver sans problème. Je ne pense pas que ça soit pertinent d'ouvrir une position à ce niveau. ArcelorMittal, on est dans l'industrie sidérurgique, plutôt verticalement intégrée. Donc, c'est un secteur qui est plutôt en difficulté depuis 2023, on va dire, en Europe. Il y a des droits de douane qui vont être mis en place en Europe par la Commission européenne pour bloquer l'acier chinois. Donc, ça devrait un peu stimuler les prix. Et donc, le chiffre d'affaires de ArcelorMittal, 33 milliards d'euros de market cap, mais après, ils sont mondialisés. Donc, ça, c'est pour la partie européenne. Sinon, le secteur de l'acier est plutôt en bas de cycle parce qu'on n'a pas encore, on a la reprise industrielle qui est en train de se matérialiser. Elle n'est pas encore vraiment en forte expansion, mais ça y est, on est en légère expansion, donc ça va s'améliorer par la suite, je pense. Avec 33 milliards d'euros de market cap, 2,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est une croissance cyclique. Il n'y a pas structurellement, il n'y a pas de croissance en fait sur ce secteur. C'est plutôt des cycles très cycliques, quoi. On a 8,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 12 en PE, 81 en price to free cash flow. Bon, déjà, les free cash flow, à mon avis, sont impactés par soit un BFR qui a dérapé, soit des CAPEX. Bon, plutôt des CAPEX, à mon avis. Au niveau de la valorisation, moi, je trouve qu'à 8,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, du ArcelorMittal, c'est très cher à ce niveau. Peut-être qu'il faudrait être plus raisonnable. Bon, en tout cas, il y a 20% de décote sur actifs tangibles, ça, c'est pas mal. Donc, il faudrait voir, est-ce que l'EBITDA, est-ce que ce multiple-là est élevé parce que l'EBITDA est actuellement complètement en bas de cycle? Auquel cas, c'est peut-être pas un si mauvais timing d'intervention. Mais de mémoire, le cours d'ArcelorMittal a quand même doublé déjà dans les 18 derniers mois. Donc, à mon avis, il n'y a plus vraiment de cours d'intervention, de niveau d'intervention ici. On est sur une rentabilité de bas de cycle, 2,2% de rendement des capitaux investis, c'est très faible, c'est normal. Cette industrie ne crée pas de valeur structurellement. Il faut, si on veut bénéficier faire des profits sur des actions, il faut les attraper en bas de cycle et se laisser porter quand le cycle est vraiment en surchauffe. Et là, on peut faire des profits. Mais si on porte du ArcelorMittal sur le long terme, je ne pense pas qu'on ait une forte appréciation du capital. 1,7 fois les EBITDA en net net, 15% des fonds propres. La dette
dette est en réalité complètement maîtrisée. Donc là, à nouveau, hein, le multiple a l'air élevé de dette nette sur EBITDA, mais c'est parce que l'EBITDA est faible. Donc peut-être qu'il faudrait normaliser cette valorisation et qu'en réalité, elle est plutôt basse. Bon. 1,5% de rendement du dividende, 90% des free cash flow, ça n'a pas de sens de verser du dividende quand on n'a pas de free cash flow comme ça. Bon, bah, voilà, c'est symbolique, c'est histoire de dire qu'ils peuvent le faire, qu'ils sont pas inquiets. Ok. Bon. Est-ce que, moi je pense qu'il y a le mieux à faire dans l'industrie sidérurgique. Vous avez Danieli en Italie qui est très très décoté et qui est dans ce secteur-là, qui est vraiment dans l'aval sidérurgique, l'amont sidérurgique, pardon. Vous avez du Jacquet Metals aussi, hein, qui a pas encore fortement repris, qui est dans la distribution d'acier. Donc là, c'est plutôt vraiment c'est en aval. Voilà, niveau acieriste pur et dur, style Aperam, style Acerinox, style ArcelorMittal, peut-être qu'il n'y a pas forcément d'opportunité maintenant. Kering, dans le luxe, on est sur 30 milliards d'euros de market cap, 2,3% de rendement de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a des cessions d'actifs en cours, hein, ils doivent se désendetter. Regardez la dette, là on a 3,9 fois la dette, l'EBITDA en dette nette, qui est presque 100% des fonds propres. Donc ça c'est un peu dangereux. Ils versent quand même un dividende malgré tout. Bon, ils devraient plutôt se désendetter. Au niveau de la valorisation, bah en fait c'est déjà cher, alors que la recovery n'est pas complètement actée. Hein. Donc moi je pense que sur Kering, prudence, hein, on voyait la rentabilité est encore très médiocre, hein, 3,4% de rendement des capitaux investis. Bon, je passerai plutôt mon chemin. Après, c'était spéculatif pour jouer la recovery, ça a l'air encore un petit peu. Hein. Voilà, plutôt à l'écart. ST Micro, on est dans les semi-conducteurs, ils sont quand même très exposés à l'automobile comme clients finaux. Donc ça c'est un secteur qui est en difficulté, automobile. Donc ST Micro a un peu souffert, mais ce qui les protège, c'est cette trésorerie nette hein, qui est pas mal. Trésorerie nette abondante. Alors je connais pas bien le modèle d'affaires. Je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont de la trésorerie nette. Est-ce qu'ils reçoivent des avances clients? Est-ce qu'ils ont un BFR très négatif? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de cash? Est-ce que ça ils ne devraient pas le rendre aux actionnaires? Peut-être. En tout cas, ça a l'air vite de faire faillite. Hein. Il n'y a pas de problème. On est à 25 milliards d'euros de market cap, 2,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc très cyclique, il n'y a pas forcément beaucoup de croissance. En termes de valorisation, pour moi, c'est pas value, alors que c'est typiquement une boîte qu'il faudrait attraper quand elle est value. Là, on a 11,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, et après les autres multiples qui sont très moches. Bon, donc il n'y a pas d'opportunité à ce niveau. La rentabilité est vraiment au fond du trou, 2,1% de rendement des capitaux investis. Donc là, c'est toujours pas reparti hein, sur ST Micro. Il va falloir patienter que les clients se reprennent, hein, les clients notamment Renault et compagnie. Donc pas d'opportunité à ce stade sur ST Micro. Ensuite, on est sur Veolia dans la gestion des déchets, le retraitement des eaux. Une utility très pépère, très stable et pourtant qui crée pas mal de valeur à long terme. Hein. C'est en fait un très bon dossier, hein, Veolia. On a 23 milliards d'euros de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça inclut encore la fusion avec Suez. Je ne sais plus en quelle date elle a eu lieu, mais dans les 5 dernières années. En tout cas, ça c'est sûr. Donc on est sur une croissance organique qui est nulle hein, sur Veolia. Et après, ils font des acquisitions. 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 19 en PE, 11 en poste au free cash flow. Et je pense que c'est value pour moi en fait. Même si on n'ira jamais sur des multiples très élevés, vous n'arrivez jamais sur les 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, sauf spéculation intense, mais bon, à 7, on n'est pas très cher. Il n'y a pas un énorme potentiel d'expansion de multiples, mais c'est une boîte qui crée un peu de valeur à long terme, donc sans trop de volatilité. 5,5% de rendement du capital investi. En fait, la création de valeur, elle se passe surtout grâce au rendement des fonds propres, puisqu'il y a beaucoup de leviers qui sont engagés. Donc, si vous regardez, en fait, on a 11% de rendement des fonds propres quand on compare au coût du capital, coût des capitaux propres, pardon. Pour Veolia, le coût des capitaux propres, il me rend max 7%. Hein. C'est très très stable. Donc, en fait, ça crée quand même de la valeur. Par contre, ça se passe via du levier. On est à 3 fois l'EBITDA en dette nette, plus de 100% des fonds propres, mais cette boîte-là peut s'endetter à ce niveau sans problème, puisqu'elle a des taux d'intérêt attractifs. Notamment, c'est une boîte qui est ESG, et en plus, elle a une très très belle visibilité sur les cash flows futurs, puisqu'elle a des contrats pluriannuels, un peu comme les télécoms. Donc pas de sujet sur la dette, on est à 4,7% de rendement du dividende, 55% de free cash flow. Ce dividende est bien sécurisé, et il est intéressant à ce niveau. Donc Veolia, moi je trouve qu'en fond de portefeuille, c'est intéressant. Si on veut faire de la value vraiment pépère, ou du dividende, ça peut se regarder. Dassault Systèmes, bon, alors eux ils se sont fait massacrer, parce que intelligence artificielle, hein, vous savez, les éditeurs de logiciels, c'est un secteur qui souffre actuellement en bourse à cause du narratif intelligence artificielle. Maintenant, vous pouvez coder des applications sans avoir des armées de développeurs. Donc, tout ce qui est éditeur de logiciels, qui n'a pas de barrière à l'entrée spécifique, du style protection réglementaire, du style données propriétaires, etc. Si vous n'avez pas ça,
eh bien, vous faites massacrer. Dassault Systèmes, c'est un peu le cas. Dans le logiciel, c'est la conception assistée par ordinateur. Il n'y a rien de très spécifique, comme il n'y a pas de barrière à l'entrée sur ce secteur, donc sur cette verticale software. Donc, on n'est pas forcément protégé sur Dassault Systèmes. 22 milliards d'euros de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est bien, mais c'est pas extraordinaire pour du logiciel. On a 10 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 18 en PE, 15 en price to free cash flow. Eh bien, ça a quand même bien dévissé, hein. On était peut-être au double il y a 6 mois. Et à l'époque, je disais déjà que c'était beaucoup trop cher vu la qualité, puisque là, on a 9,3% de rendement des capitaux investis. Bon, pour du logiciel, excusez-moi, mais c'est nul, hein. Il faut du 15% sur un logiciel. Vous n'avez pas d'actifs immobilisés, vous avez un BFR qui est négatif. Donc, si votre rendement des capitaux investis il est aussi faible, ça veut dire que le taux de marge opérationnelle est médiocre. Dans du logiciel, c'est quand même compliqué d'avoir un taux de marge opérationnel médiocre, sauf si vous avez pléthore de salariés, pas très productifs. Mais dans le logiciel, normalement, les salariés ne sont pas très nombreux. Et si vous savez recruter, ils sont bons. Donc, en fait, là, voilà, c'est pas très qualitatif comme dossier. Et maintenant, la valorisation, c'est quand même bien assagi. Est-ce que à ce niveau de valorisation, il y a une opportunité sur Dassault Systèmes? Moi, je ne le pense pas. C'est pas assez qualitatif. C'est pas assez qualitatif. Donc, non, plutôt pas. Beaucoup de cash au bilan, donc ça il faudra le rendre aux actionnaires. Donc si vous pouvez pas le réinvestir pour créer de la valeur, il faut faire du dividende. La boîte, c'est triste, hein, mais il n'y a pas de croissance, il y a peu de croissance, la qualité est médiocre et ils veulent pas rendre l'argent aux actionnaires. Alors qu'ils n'ont pas l'air de savoir réinvestir pour créer de la valeur. Soit que c'est une mauvaise allocation du capital. Donc moi, Dassault Systèmes, je persiste et je signe, je trouve ce dossier médiocre. Allez, Michelin, on est dans les pneumatiques. Alors, ils vont profiter de l'électrification des automobiles parce que ils font des pneus qui sont adaptés, quoi. C'est des véhicules qui sont beaucoup plus lourds à cause de la batterie, et donc il faut des pneus beaucoup plus résistants. Et Michelin sait les faire. Donc il y a peut-être leur carte à jouer là-dessus. On est à 20 milliards d'euros de market cap, 5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est une croissance qui est cyclique. Ils font des acquisitions aussi, je pense. Mais en organique, on n'est pas à ce niveau-là. On est à 5 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 12 en PE, 11 en price to free cash flow. Donc les multiples sont très bas. C'est value en termes de multiples, mais ça peut rester value ad vitam, hein. Depuis le temps que je regarde Michelin, le multiple ne bouge pas. Il n'y a pas d'expansion. C'est aussi qu'un secteur qui est très concurrentiel. On est à 7,6% de rendement des capitaux investis. Donc rentabilité convenable pour une boîte intensive en capital. On est à 0,5 fois les l'EBITDA dette net, 14% des fonds propres, la dette est maîtrisée, ils peuvent pas trop s'endetter vu que c'est cyclique, et on a 4,8% de rendement du dividende, 54% des free cash flow, de pénétration en termes de free cash flow. Donc Michelin, ça se regarde d'un point de vue value et ça se regarde d'un point de vue dividende. J'aime bien ce dossier, maintenant c'est cyclique, donc vous pouvez avoir un mauvais timing, donc il faut faire attention, mais à ce niveau-là, le multiple est quand même assez bas, donc pourquoi pas. Oui, on est dans un conglomérat qui fait de l'immobilier, qui fait des télécoms, qui fait de l'audiovisuel avec TF1. Bon, ces boîtes-là, c'est compliqué à analyser quand il y a des holdings. En plus, il y a une décote de holding en général, puisque justement, on ne maîtrise pas forcément la circulation du cash entre les participations. C'est pour ça que, a priori, je préfère éviter les holdings, puisque c'est quand même assez dur à analyser. On a 19 milliards d'euros de market cap, 10% de croissance de chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 6 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 17 en PE, 5 en price sur free cash flow. Ouais, ça vaut rien, mais là ça embarque la décote de holding, hein. 5,3% de rendement des capitaux investis, c'est médiocre comme rentabilité, même si l'ensemble des différentes participations elles sont intensives en capital, mais bon, 5,3, pas extraordinaire. On a pas trop de dette en revanche, 1,4 fois EBITDA en dette nette, 59% des fonds propres, ça c'est maîtrisé. Alors le rendement du dividende, il n'est pas dispo, mais je crois qu'il est élevé sur Bouygues et qu'il est bien sécurisé. Bon, moi je pense qu'il vaut mieux être à l'écart de ce dossier. Publicis, on est dans le secteur de la publicité et de la communication traditionnelle, puisqu'il y a aussi la publicité en ligne avec les alphabets, etc. Mais bon, Publicis, fait partie d'un oligopole. Maintenant, il n'y a que 4 acteurs. Vous avez Publicis qui est numéro 1 selon comment vous comptez, avec en face IPG Omnicom, vous avez WPP qui est en plein naufrage, vous avez Dentsu qui surnage mais pas top, et vous avez Havas qui performe pas trop mal, hein, Havas. Donc voilà les différents acteurs. C'est une industrie qui est donnée pour morte à cause de l'intelligence artificielle. Moi je ne pense pas, en ayant regardé les publications, que l'intelligence artificielle ait pour l'instant un impact, puisqu'ils arrivent à l'intégrer justement dans leur production, dans leur process. Donc pour l'instant ils ne sont pas complètement à la ramasse à cause de cette technologie.
17 milliards d'euros de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Il y a 5% de croissance organique et on va dire 3 à 5% de croissance externe selon les années. On est à 6 en valeur entreprise sur EBITDA, 10 en PE, 6 en price to free cash flow. Désolé, mais c'est complètement value, Publicis. Pourtant, la qualité est là. On est à 11% de rendement des capitaux investis. Alors, c'est pas un métier qui est intensif en capital. C'est plutôt intensif en main d'œuvre. C'est là-dessus qu'ils peuvent jouer en optimisant leur process pour avoir besoin de moins d'effectifs. Donc, ils sont en train de le faire, ça. Ils le font. Donc, qualité très correcte et valorisation hyper douce. Donc, on est pas mal sur le Publicis. 0,5 fois les l'EBITDA en dette nette, 16% des fonds propres. La dette est complètement maîtrisée. 5,3% de rendement du dividende, 34% des fonds, des free cash flow. On est sur un dividende qui est bien sécurisé. Publicis, ça se regarde d'un point de vue value, ça se regarde d'un point de vue dividende. Stellantis, automobile, ça va être simple. Automobile, c'est le naufrage. Stellantis a passé 22 milliards d'euros ou 22 milliards de dollars, je ne sais plus, de charges à cause de la transition ratée vers le moteur électrique, juste après que la Commission européenne a indiqué qu'il repoussait la date limite pour passer au moteur électrique. Bon, Stellantis en a souffert. Il n'y a rien à faire sur ce dossier, vous regardez, on fait des pertes. Même opérationnellement, on fait des pertes. Donc, on a beaucoup de trésorerie nette, d'accord, mais c'est pas rentable comme dossier. Donc, il vaut mieux en être à l'écart. Alors, qu'est-ce qu'on va garder dans cette sélection? Si on fait de la value, en fait, ça va être une sélection value / dividende parce qu'il y a 3 dossiers qui rentrent là-dedans. Vous avez Veolia qui rentre dans ce critère, qui est pas mal. Vous avez Michelin qui rentre dans ces critères également. Et vous avez Publicis qui rentre dans ces critères value dividende. Donc là, vous avez 3 dossiers à aller creuser tranquillement de votre côté. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.